votre question. L'intérêt que vous soyez ici pour cette audition, c'est évidemment votre vision de la conjoncture actuelle et puis de vos expériences, mais c'est aussi les responsabilités que vous avez exercées. Et la réponse que vous venez de faire sur le fait que le gouvernement aurait cédé à une pression, finalement, elle s'est peut-être aussi faite parce que le système que vous et évidemment d'autres ont élaboré, ont fait que quand une épidémie mondiale s'est répandue, nous nous sommes retrouvés par notre destruction de notre outil industriel et notamment celui du textile dans l'incapacité d'avoir des masques. Et donc de cette prise de conscience que la sécurité, en tout cas cette notion de souveraineté, en l'occurrence sur les masques, elle pouvait aussi être une difficulté aussi sur la sécurité alimentaire. Mais si vous voulez, ça fait maintenant 1 heure qu'on vous écoute, mais j'ai le sentiment que parfois il y a une belle idée. En tout cas, moi je la partage pas, mais je conçois tout à fait de façon très respectueuse que vous puissiez la considérer comme très belle, mais qui dans la réalité a vu ses limites, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons vulnérables dans un système de mondialisation et d'ouverture. Alors, peut-être libre-échange, nous serions arrivés au dernier stade de la liberté des échanges, donc de libéralisation des échanges en tout cas, d'un processus de libéralisation des échanges, mais qui nous a rendus vulnérables. Qui nous a rendus vulnérables dans cette capacité à pouvoir disposer, encore une fois, d'un outil industriel quand nous en avons besoin et quand celui à qui nous l'avons délégué nous fait défaut. Mais aussi dans cette belle théorie des avantages comparatifs, quand même ce constat que nous sommes aujourd'hui perdants. Alors, vous avez évoqué le niveau européen, mais moi je vois au niveau français. Quand on voit l'état de la balance commerciale française, il y a quand même de quoi se dire qu'on n'a peut-être pas tout réussi et qu'aujourd'hui, dans ces avantages comparatifs, on pouvait naturellement se dire qu'on avait certains avantages, mais on se rend compte que finalement, nous en avons beaucoup moins que les autres, puisque nous importons beaucoup plus que nous exportons. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment, ce sera ma question, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ces belles théories, finalement, trouvent leurs limites et que le gouvernement, encore une fois, vous le dites vous-même, puisque vous dites qu'il a cédé, donc il était plutôt enclin à cette idée, et lui-même obligé de reconnaître que nous sommes peut-être allés dans une voie qui n'était pas la meilleure. Alors ça va nous mener loin et longtemps. Alors, essayons de faire bref. Ici, on parle agroalimentaire. On est d'accord. On ne parle pas d'industrie, on ne parle pas bien. Enfin, on parle d'industrie dans la mesure où il y a une industrie agroalimentaire et elle fait partie du système industriel français. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je regarde pas la théorie, je regarde les chiffres, je regarde les résultats. Et je constate que, en matière agroalimentaire, l'Europe est beaucoup moins vulnérable, entre guillemets, qu'elle ne l'était il y a 10 ans, puisque son surplus extérieur a considérablement augmenté. Deuxièmement, vous avez pris l'exemple du Covid et des masques, qui est un bon exemple, dans un cas où effectivement, pas parce qu'on avait trop ouvert les échanges, mais parce qu'on avait supprimé tous les stocks de masques qu'on avait parce qu'ils étaient plus bons. Mais ça n'a rien à voir avec l'échange international, ça. Rien à voir. Et dans le cas du Covid, quel est le secteur qui a le mieux réagi au bouleversement considérable, notamment dans la logistique portuaire, etc., c'est le secteur agroalimentaire. Est-ce qu'on a eu un problème agroalimentaire pendant le Covid? Dans le monde, quelque part? Non.
On a eu un gros problème quand la Russie a envahi l'Ukraine et qu'un certain nombre de pays qui comptaient sur le blé ou sur les Anglais, Ukrainiens ou Russes. Mais je parle de réalité, là. Hein, pas du tout dans les concepts. Je suis dans les chiffres. Et je rappelle que dans le cas de l'agriculture, je l'ai dit et je le redis, il y a de bonnes raisons de protéger davantage l'agriculture que d'autres secteurs de la production. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne a un système de protection et de soutien de l'agriculture tout à fait considérable. Et donc là, on n'est plus dans la théorie, est-ce que c'est le libre-échange, est-ce que c'est la souveraineté? On est dans la réalité. L'Europe aujourd'hui a un certain nombre de vulnérabilités du point de vue de la modernisation de son industrie, qui proviennent du fait que dans certains secteurs, on peut penser qu'être trop dépendant de l'étranger peut se retourner contre nous en cas de conflit militaire. Et l'Union européenne est embarquée dans un exercice qui consiste effectivement à être un peu moins dépendant que nous l'étions en matière de composants critiques, à être un peu moins dépendant que nous le sommes sur certaines matières premières, parce que dans certains cas, les Chinois peuvent être tentés d'utiliser ça comme moyen de pression. Ça n'est pas le cas en matière agroalimentaire. Je n'ai rien lu, et j'espère me tenir à peu près au courant des grands problèmes géopolitiques et géoéconomiques de ce monde dans lesquels je continue à parcourir du nord au sud et de l'est à l'ouest, en payant mes crédits carbone, bien entendu. Je ne vois pas aujourd'hui de cas où il y a une vulnérabilité qui viendrait d'une surdépendance à des importations. Nous importons, par exemple, effectivement, beaucoup de nos engrais. Et on a un problème quand on a été obligé de sanctionner la Russie. Pour l'instant, on y est arrivé. Donc, je ne crois pas que le secteur agroalimentaire soit le cas qui permette de penser que l'Union européenne, ou en l'occurrence la France, puisque et la politique agricole et la politique commerciale sont de compétences européennes, sont allés trop loin. Je ne partage pas cette idée. Et pourquoi est-ce que je ne partage pas cette idée? Parce que les chiffres qui décrivent la réalité ne disent pas ça. Alors oui, les chiffres disent que la compétitivité de la filière agroalimentaire française s'est détériorée. Et ça, il y a effectivement un vrai sujet. Et je n'ai pas de doute sur le fait que c'est le vrai sujet sur lequel il faut se pencher. Merci beaucoup. Bon, d'abord, on a eu quand même pendant le Covid quelques pénuries, alors qui étaient peut-être assez mineures, hein, sur la moutarde, sur l'huile. Enfin, j'entends, mais si nous n'avons pas eu les mêmes pénuries que sur les masques, c'est parce qu'il nous reste encore un outil agricole, ce qui n'est plus le cas de l'outil industriel. Et le problème n'est pas le fait de ne pas avoir eu de stock. Enfin, c'était un problème, mais le vrai problème, c'est de ne pas avoir eu, ne plus avoir eu d'outils industriels pour pouvoir fabriquer des masques dans un moment où il fallait en fabriquer. Et ça, c'est le résultat quand même de cette théorie. Alors, on va pas y passer la soirée, même si c'est très intéressant, mais cette théorie des avantages comparatifs, ça revient quand même à déléguer, à se spécialiser sur certaines productions et à déléguer les autres productions à d'autres. Et donc, par nature, à créer des vulnérabilités qui peuvent être dramatiques, notamment sur la partie agricole. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez pu dire sur la question de la sécurité sanitaire. Vous nous dites il n'y a pas de sujet de ce côté-là, puisque l'Union européenne impose des normes. Alors, il y a peut-être un sujet sur les contrôles, mais en tout cas, il y a des normes qui sont imposées. Depuis le début de cette commission d'enquête, les différentes filières ont pu nous détailler
par des exemples précis, tout le contraire. L'utilisation, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du CETA, mais l'utilisation de farine animale pour nourrir les bovins au Canada sont pratiqués, ne sont pas interdits à l'importation par l'Union européenne. Nous avons ce matin, alors j'oublie le nom de la molécule, mais le groupe LDC qui nous a dit que une molécule interdite à l'importation de l'Union européenne va attendre 3 ans avant d'être interdite aux importations. Et d'ailleurs, un certain nombre de molécules phytosanitaires interdites d'utilisation dans l'Union européenne sont tolérées aux importations. C'est pareil, d'ailleurs, c'est pareil sur la question de l'utilisation des hormones. Alors, c'est vrai, je veux vous dire non, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est interdit pour les importer, mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas le déceler dans les contrôles sanitaires. Donc, cette difficulté, elle est quand même beaucoup moins... enfin, elle n'est pas du tout ce que vous dites hein, sur le fait que nous sommes protégés sur cette dimension. Et donc, cette espèce de grand déménagement du monde dans le phénomène de spécialisation, il provoque aussi de l'insécurité au niveau sanitaire. Si vous me permettez de réagir, revenons sur l'affaire des masques. Les masques, c'est le seul exemple qu'on brandit. Et pourquoi les masques? Parce qu'effectivement, on avait décidé qu'il valait mieux importer les masques que de les produire, parce que c'était plus intelligent. Voilà. Et donc, on importait des masques. On avait d'énormes stocks de masques, parce qu'on savait qu'on aurait peut-être un jour besoin de masques. Et, si je suis bien informé, à un moment, on s'est aperçu que ces masques étaient périmés et donc qu'il fallait s'en débarrasser. Mais ne mettez pas ça sur le compte de la théorie du commerce international. C'est une bêtise. Voilà. Il y avait un choix rationnel qui avait été fait de ne pas produire de masques et de les stocker. On a fait une bêtise en les déstockant. Et donc, l'utilisation répétée, permanente de cette histoire de masque, il y a des gens qui font des bêtises de temps en temps, mais ce n'est pas parce qu'on fait une bêtise que le comportement rationnel qui consiste à sourcer là où les gens le font moins cher et correctement, je ne dis pas qu'il faut faire ça partout, je ne dis pas d'ailleurs qu'il faut faire ça en matière agroalimentaire, et je crois l'avoir dit, mais votre exemple des masques ne me convainc pas du tout. Induire du cas des masques, qui est une connerie administrative, si vous me permettez l'expression, des conséquences en général sur la politique agroalimentaire, je n'achète pas. Alors, sur les normes, et là, il faut qu'on ait une discussion sérieuse, je pense que la discussion la plus sérieuse que vous devriez avoir, si je puis me permettre ce conseil, sur ces questions, c'est avec les autorités européennes. Hein, ce sont elles qui sont en charge de l'édiction de ces normes. Il est vrai que dans certains cas assez précis et de toute petite taille, il y a parfois, pour des raisons techniques, des questions de tolérance. Parce que, comme vous le savez sans doute, il faut mesurer les substances à l'intérieur des produits et que ce n'est pas toujours si simple. Bon. Et donc, je ne dis pas qu'il ne rentre rien qui ne soit pas totalement conforme. Il y a parfois des tolérances, mais la Commission européenne vous expliquera pourquoi et comment elle et les États membres et le Parlement européen, qui est législateur dans un certain nombre de ces domaines, ont pris ces décisions. Elles ne mettent en aucune manière en cause le modèle agroalimentaire européen, sauf, et je l'ai dit, et je le redis, sauf problème de contrôle. Et là, il y a un trou.
Il y a un trou dans la raquette. C'est d'ailleurs pas seulement vrai en matière agroalimentaire, c'est vrai en matière industrielle aussi. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est plus grave en matière industrielle qu'en matière agroalimentaire, parce que les volumes sont beaucoup plus forts et que les niveaux de compétitivité, la compétitivité se fait dans des dimensions beaucoup plus réduites. Et donc, il y a sur ce sujet des choses à regarder, plus évidemment le problème dont vous avez dû entendre parler, je l'espère, de la fâcheuse habitude des autorités françaises à surtransposer les normes européennes, hein, qui est un sport national que nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à pratiquer. Nos amis allemands sont assez bons aussi dans ce domaine, d'après les mesures que j'ai regardées il y a un certain temps. Enfin, c'est pas la peine quand on a un problème de compétitivité, je crois que c'est pas la peine d'en rajouter, et que là, il y a quelque chose d'assez important à regarder. Merci beaucoup. Vous nous avez dit tout à l'heure la compétitivité est notamment due au coût salarié qui serait trop important. Est-ce que vous pourriez nous dire du coup ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revoir le niveau des salaires des travailleurs français? Enfin, quelle est votre position sur ce sujet? J'ai pas dit que les salaires étaient trop importants. J'ai dit que c'était un problème de compétitivité. Que dans les problèmes de compétitivité relative de la filière agroalimentaire française, mon sentiment, et je suis moins spécialiste des questions françaises que des questions européennes et des questions mondiales pour des raisons historiques, quand je regarde les chiffres, le coût salarial dans la filière agroalimentaire d'un Français ou d'un Espagnol ou d'un Anglais, je vois une différence de 30 à 40%. Bon. Et donc, il faut soit réduire ce coût, et on l'a fait dans l'industrie, à coup d'exonération, de cotisations sociales pour éviter de pénaliser trop sans baisser les salaires, ce qui d'ailleurs, ça consiste à payer à la place, c'est le contribuable qui prend la différence, dans la mesure où le contribuable paie des impôts d'ailleurs. Bon, tout ça, c'est pas baisser les salaires, c'est regarder l'ensemble de nos problèmes de compétitivité, dans un certain nombre de cas, éviter que de les aggraver. C'est par exemple, on a un problème de compétitivité, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, encore une fois, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai vu une étude l'autre jour qui, et Jean-Luc Demarty, d'ailleurs, quand vous l'auditionnerez, vous en parlera sûrement, qui compare le temps qu'il faut pour construire un abattoir en France et chez ses voisins. Bon, voilà un problème de compétitivité qui n'a rien à voir avec les salaires. Je n'ai pas dit que les salaires étaient le seul problème, mais c'est le coût du travail en France, d'une manière générale. Je pense d'ailleurs que depuis quelques années, les autorités politiques françaises sont attelées à ce problème, qui a d'ailleurs du mieux. Hein, il y a du mieux. Enfin, on est parti de très très loin. Et d'ailleurs, si la France reste une destination d'investissement étranger attractive, c'est probablement parce que ce n'est pas le seul sujet qui compte. Mais c'est aussi parce que on a fait des efforts dans ce domaine. Et dans l'industrie agroalimentaire, il se trouve que, et vous le savez sûrement beaucoup mieux que moi, il se trouve qu'à certains endroits de la chaîne, il y a un gros coût du travail. Par exemple, notamment dans l'abattage ou dans la distribution. Donc ça, ce sont des choses, je crois, qu'il faut voir. Et de mon point de vue, et je fais ce reproche, et je l'ai dit aux autorités européennes, dans la dernière mandature, elles n'ont pas fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, y compris dans le fait qu'elles sont représentées de manière différente selon qu'on est plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, plus ou moins au centre, ou plus ou moins vert. Le pacte vert, l'essai d'accrocher au pacte vert qui avait été pensé
cette stratégie de la ferme à la fourchette qui a été improvisée, pas concertée, sur le dos d'une enveloppe et qui n'a pas marché, pendant 5 ans, on n'a pas avancé. Et ça, c'est une affaire de filière. Hein, et à l'Institut Jacques Delors de Bruxelles qui travaille sur cette question, et j'en ai déjà parlé, dont les experts ont répondu à votre questionnaire l'année dernière, et évidemment, on pensait bien que je les ai consultés avant de venir ici. Nous, on défend une thèse tout à fait différente sur ce point. On défend la thèse sur laquelle ces choses-là doivent être vues avec une vue de filière et par l'ensemble des parties prenantes. C'est d'ailleurs un peu ce que Mme Merkel avait fait il y a 4 ans. Elle était un peu lasse de voir les Verts allemands et le Bauern und Bundesverband s'envoyer des Orients. Et un jour, elle leur a dit je vais vous payer de quoi vous réunir pendant 18 mois et vous allez venir avec des propositions communes. Ils l'ont fait. Ils ne sont pas venus d'ailleurs avec des choses bouleversantes. Mais moi je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Merci. Je vais poser une dernière question pour le moment pour laisser les autres intervenir. Vous avez, pardon, pas vous, mais nous avons eu plusieurs auditions dans lesquelles les intervenants, notamment Madame Christiane Lambert et le président actuel de la FNSEA, ont décrit l'OMC comme étant en état de mort cérébrale. Ce qui je suis pas un spécialiste de l'OMC, donc je leur laisse la responsabilité de ces affirmations. Cela dit, nous sommes obligés de constater qu'il n'y a plus de conclusions de cycle de négociation qui ont abouti depuis un certain temps. Et même si le cycle de Doha a été lancé en 2001, il me semble, et n'a toujours pas abouti. Et on voit l'apparition d'accords bilatéraux qui se mettent en place dans une forme de nouvelle organisation mondiale du commerce parallèle aux règles de l'OMC. Alors, quelle est votre analyse sur cette question? Comment vous expliquez, puisque vous avez été directeur de l'OMC pendant une partie de cette période, que l'OMC n'a pas pu évoluer? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, alors que chacun s'organise un peu de son côté, elle n'est pas un peu la dernière à respecter des règles de l'OMC qui sont devenues obsolètes et dont plus personne ne semble s'intéresser? Bon. S'agissant de mort cérébrale, je pense qu'on devrait être prudent avec l'expression. Hein, elle a été employée à propos de l'OTAN à un moment où, et encore une fois, je ne critique pas le président de la République, c'est un ami que je connais depuis très longtemps, dont je n'approuve pas toutes les positions politiques, vous pouvez vous en douter, mais bon. Alors l'OMC n'est pas en état de mort cérébrale. L'OMC fonctionne dans toute une partie de sa mission, qui est de réduire les obstacles aux échanges. Alors, elle peut le faire par divers moyens. Il y a des grandes négociations internationales. Et puis, il y a aussi le fait que tous les jours, des centaines de personnes qui sont des techniciens de ces questions se réunissent à l'OMC tous les jours, dans tout un tas de comités avec des noms farfelus, et qui, ensemble, regardent, notifient, discutent telle ou telle mesure qui pourrait avoir un impact sur l'échange commercial. Mais donc, la partie que personne ne voit de l'activité quotidienne considérable de l'OMC, où les 750 piou-piou du secrétariat assistent les États membres dans ces concertations, ces discussions, cette partie-là, elle marche. Mais on ne la voit pas. Ça n'intéresse pas grand monde, mais c'est celle qui, de tous les jours, c'est un peu l'administration, si vous voulez. Bon. Alors, la partie qui, effectivement, en ce moment, est paralysée, il y en a 2, ou plus exactement 1,5. Et dans les 2 cas, ça tient au fait que
en gros, les Américains sont en grève. J'ai expliqué d'ailleurs dans un papier qui a été publié par Telos et Vox il y a de ça 1 an, au mois de mars de l'année dernière, les 5 raisons pour lesquelles, depuis 2008, les Américains se sont petit à petit distanciés de cette organisation qu'ils avaient fortement contribué à établir et à renforcer, ensemble d'ailleurs, avec les Européens. Donc, il y a un premier problème qui est que les Américains ont désinvesti l'OMC, y compris dans la négociation d'accords. Alors, ce n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas eu d'accord depuis 2001. Il y a eu un accord sur la facilitation des échanges, très important, qui a été conclu à la fin 2013. J'ai quelques raisons, parce que j'étais plus directeur général à ce moment-là, mais je l'ai préparé pendant les années qui précédaient. Il y a eu un accord précédemment sur, par exemple, le fait d'installer des disciplines sur les subventions agricoles à l'exportation, qui étaient pratiquées par tout le monde et qui ne le sont plus parce qu'il y a un accord OMC sur ce point. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que la plus grande partie de l'agenda du round de Doha, qui comportait des réductions tarifaires et des réductions de subventions, n'a pas été jusqu'au bout, pour des raisons qui tiennent à l'attitude américaine. C'est les Américains qui ont empêché le deal de 2008 de se faire, et c'est eux qui, depuis, ont désinvesti l'organisation. Ils ont même essayé, comme vous le savez, de dégommer ce qui faisait un des grands avantages comparatifs de l'OMC par rapport à d'autres organisations internationales, qui est son mécanisme de règlement de différends obligatoire. Alors, ils ont en partie échoué parce que grâce aux Européens, et sans les Européens, ça n'aurait jamais été fait, il y a maintenant un dispositif contentieux parallèle qui traite les cas qui ne se passent pas avec les Américains. Alors, c'est bancal, mais c'est probablement la voie à suivre. Je suis de ceux qui pensent que le monde a besoin d'une organisation mondiale du commerce solide, que la plupart des pays de cette planète sont de cet avis, que les grandes majorités des pays en développement, y compris les Chinois, même si ce n'est pas avec la même vigueur que l'Indonésie ou certains pays africains ou certains pays d'Amérique latine, en ont besoin. Le problème, c'est comment faire sans les Américains. Voilà. Et c'est ça le problème. Et aussi longtemps que les Américains considéreront que leur problème principal, c'est la rivalité avec la Chine, et que l'OMC ne leur sert pas de ce point de vue parce que, et c'est vrai, en matière chinoise, l'essentiel de l'avantage comparatif qu'ils surutilisent, c'est la subvention, et que les règles de l'OMC disciplinant les subventions sont faibles, et c'est vrai, elles sont faibles. Simplement, elles sont faibles, et j'ai une bonne raison de savoir pourquoi. Je m'en suis d'ailleurs excusé, si je puis dire, dans le papier auquel je fais allusion. Elles sont faibles parce qu'au moment où la question s'est posée, avant l'entrée de la Chine de l'OMC, de resserrer les mailles du filet en matière de discipline sur les subventions, ce sont les Américains, les Européens et les Japonais qui n'ont pas voulu. Les pays en développement voulaient, mais nous, on a dit non, parce qu'on trouvait que quand même les subventions, de temps en temps, c'est bien utile. Y compris à Airbus et à Boeing à l'époque. Donc, non, l'OMC n'est pas en état de mort cérébrale. Deuxièmement, il faut faire sans les Américains pour l'instant, en espérant qu'un jour ils reviendront. Et s'ils ne veulent pas revenir, il faudra penser à une organisation du commerce international dans laquelle la première puissance commerciale économique du monde ne fait pas partie. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça, il faudra y réfléchir. Quant à votre point sur la coexistence entre les accords bilatéraux ou régionaux et les accords multilatéraux, c'est une question qui hante le débat théorique entre les spécialistes de la théorie du commerce international. Je raisonne là aussi en pratique. Je regarde les chiffres. 1, l'OMC ne va pas bien, mais le volume du commerce mondial continue à augmenter tous les ans.
plus que la croissance des économies. Alors, moins plus qu'avant, pour des raisons qui tiennent à la globalisation, au sens multilocalisation des processus de production de biens et de services. Donc, le commerce mondial en volume continue à augmenter, ce qui prouve que l'OMC fait probablement pas si mal le travail que ses États membres lui laissent faire. Et deuxièmement, il y a toujours eu une coexistence entre des accords bilatéraux et des accords multilatéraux. Toujours. Depuis qu'on a créé l'OMC, depuis qu'on a créé le GATT en 1947, il y a toujours eu des efforts d'ouverture multilatéraux qui s'appliquent à tout le monde et bilatéraux dans lesquels on fait OMC+, entre deux partenaires à l'échange. Et en général, d'ailleurs, ce qui s'est passé par la suite, c'est que une partie de ce qui avait été concédé en bilatéral a été intégré dans du multilatéral. Et donc là-dessus, je suis partisan du proverbe chinois qui dit que peu importe la couleur du chat pour peu qu'il attrape la souris, il s'agit de réduire les obstacles aux échanges. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut réduire tout le temps tous les obstacles aux échanges pour tout le monde. Hein. Je tiens à cette nuance. Mais s'il s'agit de réduire les échanges, si les accords bilatéraux le font, tant mieux. Si les accords multilatéraux le font, tant mieux. Et l'expérience a prouvé qu'il n'y avait pas contradiction entre les deux manières de faire. Donc ce ne sont pas des systèmes parallèles, ce sont des systèmes qui, historiquement, se sont plus ou moins fondus l'un dans l'autre avec des avancées bilatérales qui, en général, ont été suivies d'avancées multilatérales. Chers collègues, avez-vous des questions? Je n'en doutais pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lamy. Pour ceux qui nous regardent, je pense qu'on ne peut pas faire deux philosophies politiques plus différentes que vous et le Rassemblement national. Mais je dois reconnaître que dans tout votre long parcours, vous avez toujours la franchise de vos idées. Ah, vous avez toujours la franchise. Non, je veux, pour ceux qui ne basent que mes questions, forcément être orientés. Et je disais qu'on ne peut pas imaginer plus opposé que le Rassemblement national et les idées que vous avez portées, mais au moins toujours frontalement. C'est-à-dire qu'au moins avec vous, on sait avec qui on parle et de ce fait, l'échange au moins est sans faux semblant. J'ai plusieurs questions. Ma première question, il y a plusieurs, et encore vous en avez parlé aujourd'hui, sur un certain nombre de traités de libre-échange. Prenons-en deux, le CETA, Mercosur. Vous avez dit aujourd'hui, heureusement qu'il n'y a pas eu de vote, heureusement que le CETA s'est appliqué avant que les États, différents États, enfin les différents parlements des États le ratifient tel qu'il était prévu par le droit européen auquel vous avez activement contribué. Et sur le Mercosur, vous avez déclaré dans un article, si la Commission est courageuse, il faut qu'elle aille au vote. Alors, pas au vote des peuples, mais au vote des pays membres, si j'ai bien compris. Alors, moi, d'une manière générale, je m'interroge sur cet heureusement que vous avez prononcé. Est-ce que vous considérez qu'on peut faire le bonheur des peuples, si je peux dire, malgré eux et malgré leurs représentants? Et pourquoi considérez-vous qu'il est heureux qu'un traité de libre-échange qui concerne les économies de 27 peuples puisse s'appliquer sans que ces 27 peuples aient pu dire oui ou non s'ils étaient d'accord, à tort ou à raison, mais... La réponse à votre question, monsieur, est dans le traité de Rome, qui date de 1957, et qui dispose que le marché commun est une union douanière et que les décisions concernant la gestion de cette union douanière sont prises au niveau de l'Union. Donc il y a des compétences pour l'Union, il y a des compétences pour les États membres. La politique commerciale extérieure est une compétence exclusive. Il y a des compétences partagées avec les États membres et il y a des compétences qui restent au niveau des États membres. Il y a 3 étages dans la Constitution, enfin ce qui nous sert de Constitution en Europe, c'est-à-dire tous les traités que nous avons signés et ratifiés les uns après les autres. La politique commerciale extérieure appartient aux compétences communautaires. Elle est donc gérée dans un triangle qui est le triangle démocratique classique, avec un quasi-gouvernement qui s'appelle la Commission européenne, un quasi-Sénat des États membres qui s'appelle le Conseil des ministres,
et une quasi-chambre des représentants qui s'appelle le Parlement européen. Et donc, les accords commerciaux doivent, selon cette distribution des compétences, être soumis au vote du Sénat, au Conseil des ministres, qui représente les États, de même que chez nous, il représente les collectivités locales, et au vote de la Chambre des représentants, qui s'appelle le Parlement européen, et qui est un parlement démocratique. Aussi démocratique au niveau européen que les parlements nationaux le sont au niveau national. Et donc, il est parfaitement logique qu'un accord commercial qui ressort de la compétence européenne soit soumis au vote du Parlement européen et du Conseil des ministres. Alors, s'agissant du CETA, ça n'est pas tout à fait le cas, parce que, et là c'est le principe du pastis qui s'applique, parce que, à tort de mon point de vue, la Commission européenne a accepté, à la demande d'un certain nombre d'États membres, dont la République française, a accepté de mixer avec ses compétences exclusives, qui sont des compétences européennes, quelques sujets de compétences partagées avec les États membres. Et donc, vous avez un verre d'eau qui est compétence exclusive et une goutte de pastis qui est compétence partagée. Et du coup, ça devient du pastis et pas de l'eau, et il faut passer devant les parlements nationaux. C'est une erreur, de mon point de vue. Je la regrette. Je n'y ai pas succombé quand j'étais commissaire européen. Il y a des moments où la Commission cède à des pressions de certains États membres. Ça peut arriver si elle a besoin d'une majorité, par exemple. Bien. Donc voilà ma réponse à votre question. C'est pas du tout qu'il n'y a pas de démocratie au niveau européen et qu'il y aurait une démocratie au niveau national. C'est qu'il y a une démocratie au niveau européen gérée par des institutions qui sont prévues par ce qui nous sert de constitution européenne, de même qu'il y a au niveau national des institutions qui figurent dans notre constitution.